Comédie du livre qui fête ses 30 ans d'existence. C'est sous l'impulsion de Georges Frêche et d'André Lévy, ancien adjoint à la culture, à qui j'ai donné le pont sur le Lez, derrière la mairie, comme nom. Le pont qui se trouve sur qui rejoint la rue Thérouanne de Méricourt et l'avenue du Pont-Trinca, porte désormais le nom d'André Lévy, qui a été le créateur de la Comédie du livre, qui a été le créateur de Montpellier Danse, et qui a été créateur de la grande politique culturelle dont s'est saisi Georges Frêche pendant plusieurs années. Aujourd'hui, nous fêtons les 30 ans de cette Comédie du livre. Nous avons souhaité, avec Régis Pénerva, avec la présidente de Cœur de Livre, avec les élus concernés, avec la région, et avec également l'ensemble des libraires qui sont ici représentés. Je rappelle que cette manifestation a été conçue pour la première fois à leur intention, pour soutenir l'écrit, pour soutenir le livre, et que nous la perpétuons. Eh bien, cette année, elle sera dédiée, comme nous l'avions prévu lorsque j'étais adjoint à la culture, aux littératures ibériques, Espagne, Portugal. Je remercie Monsieur le Consul du Portugal, que j'ai déjà reçu à la mairie et qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Je remercie Monsieur le Consul d'Espagne, belle chose, et je le remercie pour sa présence. Tout à l'heure, un petit peu plus tard dans la matinée, j'ai convié à déjeuner à Méric, mais en repas off, et je vous le dis quand même, tous les consuls qui siègent à Montpellier et qui représentent les États qui sont bien présents par la population à Montpellier. Une douzaine de consuls ont donné leur accord. Et j'ai l'intention de leur dire, je vais vous le dire avant comme ça, de leur dire combien je compte sur eux pour développer les relations internationales qui, avec la Maison des Relations Internationales, passeront sous la gouvernance métropole. L'ensemble des jumelages, des villes jumelles, que je rappelle, celle de la Méditerranée d'abord, c'est-à-dire Barcelone, Fès, Tlemcen, Bethléem, Tibériade, Kos et bientôt Palerme, pour lequel j'ai eu un avis favorable du maire, Leoluca Orlando. Ensuite, les villes qui sont en dehors de la Méditerranée, Heidelberg, Louisville, Chengdu, Sherbrooke. Je vois que je n'oublie pas. Je voulais leur dire que je comptais sur eux pour ces jumelages qui allaient prendre une nouvelle forme. Aujourd'hui, les jumelages sont devenus, je dirais, des échanges culturels au niveau des lycées, des collèges, des universités. Mais il faut booster tout ça, parce que ça dort un peu. Et donc, je vais les faire passer sous l'angle économique, à la métropole. Et c'est Chantal Marion qui sera déléguée à ces jumelages économiques au titre de la métropole de Montpellier. Nous sommes jumelés depuis de nombreuses années, voire dizaines d'années, avec Barcelone. Je n'ai aucune nouvelle de Barcelone. Et les jumelages et les échanges sont extrêmement rares. Ça, c'est pas concevable dans une vision moderne de l'économie. Nous devons avoir entre Montpellier et Barcelone des relations intimes entre la grande région du Sud et la Catalogne. Georges Frêche l'avait initié du temps de Pascal Maragall, maire de Barcelone. Et puis c'est tombé progressivement en désuétude. Et le réseau C6 des villes est tombé aussi en désuétude. Il faut reprendre tout ça. Et si j'ai choisi les littératures ibériques pour illustrer ce 30e anniversaire, c'est bel et bien pour renouer
avec cette tradition d'amitié entre l'Espagne, le Portugal et la France. Mais au-delà de l'amitié, il doit y avoir des effets, des résultats. Parce que les jumelages ne sont pas seulement des endroits de villégiature. Ce sont aussi des lieux propices aux échanges économiques. Lorsque nous recevons les Chinois, ils nous disent qu'est-ce qu'on peut acheter, qu'est-ce qu'on peut vendre. Ils vont direct au but. Ils ne s'embarrassent pas de scrupules et de préambules. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut construire ensemble? Qui soit gagnant-gagnant pour les deux pays. Ben, je crois qu'il faut avoir un peu cette idée-là en revisitant les jumelages. C'est pour ça que j'ai fait passer à la métropole. Parce que la compétence économique, c'est la compétence de la métropole. Alors parlons maintenant de la comédie du livre. Je vais progressivement donner la parole à tous les intervenants qui sont ici. Et ensuite, je dirai un petit mot sur ce que j'attends de cette édition et ce que je souhaite faire par la suite. Je vais donc donner la parole en premier lieu et dans l'ordre protocolaire à Madame Lisa, qui est nouvelle conseillère municipale déléguée aux archives municipales de Montpellier et à la comédie du livre depuis quelques jours. Et puis je donnerai la parole à Bernard Travier, puis à Josiane Colleret au titre de la région, aux deux consuls Espagne-Portugal, à la présidente de Cœur de Livre, qui est notre partenaire, et à Régis Pédalva pour l'ensemble du programme. Et ensuite, je dirai un petit mot. Madame Lisa. Merci, monsieur. Et on répondra à vos questions. Merci, monsieur le maire. En premier lieu, je voudrais vous remercier, monsieur le maire, de m'avoir confié cette superbe délégation que j'apprécie au plus haut point. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que je l'apprécie d'autant plus que je suis quelqu'un qui a un amour particulier du livre, parce que je n'ai jamais appris à lire. J'ai su. Je vous assure que c'est vrai. J'avais 4 ans, je baignais dans un univers de livres. Comment j'ai appris à lire, je ne sais pas, mais je savais. Je savais. Inutilement. Ça s'appelle la méthode globale. Je n'ai pas été capable de l'analyser. Elle était inspectrice de l'académie. Ça a marché sur moi. Ça a marché. Ça a marché sur moi. Tout ça pour dire que pour que cette chose se passe, il faut véritablement baigner dans un univers de livres et il faut avoir sur place des conteurs compétents. Moi, j'avais ma mère. Ça a marché. Dire donc que je vais être particulièrement attentive à tous les élargissements qui se sont déjà faits, qui vont se faire encore plus cette année, vers les jeunes publics et vers le réseau des médiathèques, qui est un formidable outil. Et puis le dernier mot que je voudrais dire, je voudrais vous remercier, monsieur le maire, d'avoir donné carte blanche à une femme, Lydie Salbert, parce que je crois que c'est la première fois que ça se fait. Et en tant qu'ancienne déléguée aux droits des femmes, je m'en réjouis. Il importe que nous puissions établir la promotion des femmes écrivains, des femmes lecteurs, elles savent faire. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Vous allez penser que Mme Lisa et moi, nous avons préparé nos premiers mots in alerte. D'abord, je veux dire, je suis ravi que ce maire l'ait désigné à la comédie du livre parce que nous nous entendons bien. Je crois que nous avons la même culture et surtout, ce que je ne sais pas, c'est que nous avons appris à lire de la même manière et que c'est une méthode formidable. Moi, je travaille sur un vieux bouquin avec ma mère et ce qui était intéressant sur le consul, c'est que j'ai appris en français et en espagnol en même temps, ce qui m'a servi d'habitude. Donc, ceci étant, quid de cette nouvelle cuvée comédie du livre, c'est quand même un anniversaire important, puisque c'est le 30e anniversaire, ce qui démontre quand même la solidité de cette manifestation qui se situe entre le 4e et le 5e rang par son importance en France et qui existe depuis 30 ans, donc depuis 1985. Ce qui la caractérise, je crois, c'est qu'elle a dit d'abord une programmation littéraire de grande qualité, incontestable, et un public, on peut le dire, populaire, et largement populaire. Et vous comprenez bien que dans ma bouche, ça n'est pas du tout péjoratif, mais bien au contraire,
la comédie du livre crée du lien social et du lien culturel. Alors cette année, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a d'abord, Monsieur le Président, grâce à vous d'ailleurs, un nouveau territoire. Est-ce que vous avez proposé qu'en 2016, la comédie du livre soit métropolitaine, mais vous n'avez pas attendu 2016, puisque dès 2015, la reconfiguration de la métropole, la reconfiguration de la comédie du livre, pardon, a tenu compte de ce nouvel espace géographique. Et Mme Lisa l'a dit il y a un instant, la manifestation s'est appuyée sur le réseau de médiathèques. Il y a 14 médiathèques sur le territoire de la métropole. Elles y ont toutes participé, ce qui a permis une mutualisation de moyens et de travail plus en profondeur. Ensuite, cette année, nouveau public. Pourquoi? Parce que nous avons créé la comédie du livre, on a créé ce qu'on appelle des préfaces. C'est-à-dire que la comédie du livre ne se résume pas en 3 jours. Elle a commencé, si je me souviens bien, à la mi-mars et elle va se dérouler jusqu'à la fin mai 2015, pendant les 3 jours de la comédie du livre. Ça aussi, c'est un travail qui a été fait en nous adossant aux médiathèques, je tiens à dire, en présence de M. Bernard Lorrain, combien nous apprécions le travail qui est fait par la médiathèque, notamment dans les quartiers difficiles. Je tiens à le dire parce qu'on oublie généralement, c'est bien 2 médiathèques, Shakespeare, et la seconde, je dis toujours son nom qui est Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, qui vraiment font un travail d'une intelligence rare, avec beaucoup de difficultés, et qui trouvent toujours des solutions pour faire passer la culture et faire émerger un certain nombre de jeunes, notamment en matière de bande dessinée, vous voyez ce que je veux dire, avec l'aide d'auteurs réputés, etc. Donc ces gens ont travaillé dur, il faut le dire, parce qu'on n'en parle pas assez. Réseau des médiathèques qui a été primé par le rapport du ministère de la Culture et l'inspection générale du ministère de la Culture, chose que j'ai indiquée au Conseil métropolitain et que je me permets de réinjecter dans notre petite conversation. Vous avez tout à fait raison, M. le Président. L'inspecteur général Carbone est venu, il est resté un certain temps dans notre métropole, et je puis vous dire que les conclusions de son rapport sont élogieuses pour la structure métropolitaine et pour le réseau médiathèque et son conservateur général, M. Je disais que cette année, la comédie du livre avait une nouvelle dimension territoriale. Elle s'est installée aussi dans une médiathèque de 5 communes pendant 3 jours, c'est-à-dire Castré, Clapier, La Vérune, Pérol et Pine, pour améliorer ce travail qui est fait. Mais il y a aussi une dimension nouvelle, c'est pour le travail effectué en direction des jeunes publics, puisque pour la première fois, nous allons accueillir la petite enfance, c'est-à-dire entre 0 et 4 ans, et les parents, et tout ceci avec l'aide de professionnels dont c'est le métier. Je dois dire aussi que ça a toujours été une préoccupation de la métropole, puisque Mme Miag, qui était en charge de la petite enfance à la ville, a instauré des partenariats avec les médiathèques et avec le musée phare, ce qui, je crois, est une expérience unique en France, à tel point qu'une revue très spécialisée est venue nous interviewer il y a très peu de temps et va publier un article important sur cette question. Alors pour les tout petits, il y aura des comptes, des lectures, il y aura des siestes aussi qui sont organisées, et tout ceci est parfaitement encadré avec les professionnels et avec leurs parents. Donc, je crois que nous pouvons dire qu'il s'agit d'une action culturelle reconfigurée sur le territoire et élargie au niveau de tous les publics. J'ajoute que d'autres activités ont été prises en compte, beaucoup plus que par le passé, la musique, le film, le slam, etc. Donc il y a vraiment une véritable faute en ce qui concerne les auteurs. Il y a 35 auteurs qui sont invités et, Mme Lisa l'a rappelé, la présence de Guy Salverne, dont l'œuvre me touche plus que tout autre, puisque le prix Goncourt avec Papelet, qui, vous le savez, concerne l'immigration espagnole et les difficultés qu'elle a rencontrées. Donc, je voulais aussi dire un mot à M. le consul du Portugal, M. le consul d'Espagne. J'étais à Lisbonne il y a peu de temps. Il y a une très grande et très belle librairie en bas de Lisbonne, vers le port. Le rayon français est important.
Et en Espagne, très souvent, j'ai trouvé des rayons français très développés dans les grandes librairies, que ce soit à Madrid ou à Barcelone. Donc, ce que nous faisons ici aujourd'hui est particulièrement important puisque c'est une ouverture de notre approche vers la Méditerranée, vers les littératures ibériques dont nous connaissons tous la richesse. Je connais bien sûr Camões, mais je connais mal la littérature portugaise, je connais beaucoup mieux la littérature espagnole. C'est une littérature extraordinaire parce qu'elle est aussi puissante dans ses auteurs classiques que dans ses auteurs modernes. Si certains d'entre vous ont lu Mentos ou Cercas, pour qui j'ai une admiration sans borne, Javier Cercas, qui a écrit des livres difficiles et extrêmement ridicules et intéressants sur bien sûr la guerre civile d'Espagne et puis encore des éléments intéressants. Je veux parler du coup d'État de Trujillo de 1988. Donc il y a toute une série d'auteurs espagnols extrêmement littéraires du monde entier qui m'ont apporté, je crois, beaucoup de leur passion et de leur vivacité culturelle à cet événement dont je me réjouis doublement parce qu'il a évolué, parce que nous faisons avec l'Espagne et avec le Portugal. Écoutez, je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'accueil que la mairie nous réserve avec un stand de plus de 400 mètres carrés, qui est assez remarquable, un stand bien placé, un stand qui est un espace particulièrement dédié aux éditeurs, 40 éditeurs ont répondu qui seraient présents, des éditeurs qui représentent évidemment les 5 départements de la région. Donc sur ce stand, évidemment, ils vont présenter leur catalogue, leur nouvelle parution, et beaucoup aussi de dédicaces dédiées par leurs auteurs. Alors, je remercie évidemment la mairie de Montpellier, mais je souhaite aussi saluer et remercier l'équipe, une très très belle équipe, ainsi que sa présidente qui est ici présente, Marie-Christine Chaz. Je parlais de l'équipe de LR2L qui fait évidemment un travail exceptionnel sur toute la région et qui favorise plus particulièrement toutes les relations interprofessionnelles de la filière. LR2L, on peut dire que ce sont en Languedoc-Roussillon les animateurs du livre. Je dirais des monstres de travail et qui, comme ADA, seront accueillis sur le stand de la région, ADA étant l'association des auteurs. Je ne vais pas dire grand-chose, je voudrais insister quand même peut-être sur ce qui est de nouveau par rapport aux années précédentes sur le stand. C'est qu'en plus des éditeurs et des auteurs qui vont circuler, nous allons faire un travail de valorisation de la mémoire et de l'histoire, un travail que la région a engagé depuis 2008 déjà, qui est lié avec le mémorial de Rivesaltes qui va être ouvert en octobre 2015 en présence probable de Manuel Valls, ainsi que des travaux. Manuel Valls, ainsi que des travaux vont être présentés sur la recherche du service de l'inventaire de la région, d'où sortent des ouvrages sur le patrimoine et qui sont des collections régionales et nationales. Ce qu'il y a beaucoup également et qui sera présent sur le stand, ce sont les chroniques retombées du Midi. Il s'agit de 150 ans de presse numérisée avec des coffrets témoignages, notamment sur les rapatriés, les exilés d'Espagne, les sports traditionnels ou encore les mineurs. Et puis en dernière, peut-être vous dire aussi que je tiens aussi à souligner le soutien de la région à la rencontre qui aura lieu au Corom, à l'initiative des éditions indigènes, une maison d'édition qui est maintenant de notoriété internationale, avec Indignez-vous de Stéphane Hessel, et qui organise pour un très très large public une projection mémoire sur la guerre d'Espagne en lien avec la thématique que vous avez choisie, littérature et pays. Ce moment va être, de mon point de vue, exceptionnel. Il y aura évidemment la présence du cofondateur des éditions indigènes, Jean-Pierre Barou, et il y aura aussi le prestigieux cinéaste Ken Loach.
Donc voilà sur quoi j'avais envie d'insister, sans en dire plus. Il y en a beaucoup, hein, vous verrez ça dans le programme. Je ne vais pas rappeler non plus tout ce qui compte pour la région, tout ce qu'on fait dans la région pour la filière du livre, de l'auteur jusqu'au bibliothécaire. C'est un travail extrêmement important. Vous en avez un bout certainement dans le dossier de presse. Et s'il y a des questions, je suis là pour y répondre. Voilà, je pense que ça va être une très très belle édition. Bonjour à tous, monsieur le maire, bonjour monsieur les élus, monsieur le conseiller général d'Espagne, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de revenir à Montpellier chaque fois. Donc mes remerciements sont doubles. Merci pour l'invitation aux cultures et à la littérature ibérique pour fêter les 30 années cette fois la Comédie du Livre qui a su s'installer dans le panorama culturel de la France, de l'Europe. Merci à chaque fois de me donner des bonnes raisons de revenir à Montpellier. J'ai 3 ou 4 choses que je voudrais vous dire à cette occasion. Je crois que, monsieur le maire, vous avez touché dans les 2 points les plus importants des relations internationales d'aujourd'hui. L'économie, mais aussi la culture qui est derrière cette manifestation. Dans un monde où nous parlons toujours de plus en plus d'économie, où l'économie a la primauté des dialogues, même au niveau des relations internationales, il ne faut pas jamais oublier la culture. On s'approche de la date de 8 mai, il y a beaucoup de citations intéressantes sur l'importance de la culture, mais moi je me rappelle toujours d'une citation de Winston Churchill pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand le budget de l'État est présenté, un budget de guerre, et au milieu de la guerre, un coût supplémentaire sur la culture. Et Winston Churchill, il aurait dû répondre, mais si on coupe la culture, pourquoi est-ce qu'on combat? Donc il faut garder ça en esprit, que la guerre est économique aussi. Et dans ce fonds économique, si on perd nos repères de la culture, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Donc, merci à nouveau de garder la culture aussi au cœur des relations internationales. Quand j'ai vu la liste des écrivains invités, j'ai été aussi très fier. Pourquoi? Parce que vous avez su choisir quelques-uns des nouveaux écrivains, la nouvelle génération, qui ont, je parle des Portugais, bien sûr, je ne connais pas malheureusement tous les autres, qui ont su montrer que même dans une période où le monde semble un peu bouleversé, on a perdu une bonne partie des repères, on montrait que la culture, elle est présente, qu'il y a des gens qui pensent encore et qui sont très ancrés dans l'histoire. Ça veut dire qu'ils ont un regard du passé, qui ont quelque chose à dire sur le présent et qui nous projettent sur l'avenir. Et donc je suis très content que vous avez choisi quelques-uns de mes préférés, des auteurs préférés de cette nouvelle génération. En plus, je sais aussi que c'est une date très difficile, la Comédie du Livre, pour inviter des écrivains, parce que c'est aussi notre foire de Lisbonne, qui pose sûrement des soucis aux écrivains qui auraient dû vouloir venir, mais dont ces éditeurs probablement poseront des difficultés. Donc, à nouveau, merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et en tout cas, merci à tous ces collaborateurs pour m'avoir donné cette occasion, ce grand plaisir, cet honneur d'être présent à cette conférence de presse. Et bien entendu, vous avez évoqué au début les relations bilatérales entre la France et l'Espagne qui sont excellentes de tout point de vue. Et j'ai eu l'occasion la semaine dernière d'ailleurs d'être présent à une réunion assez complète sur tous les aspects de tous les consuls accrédités en France à l'ambassade à Paris. Nous avons fait un peu une révision de tout et bien entendu nous avons souligné de nouveau que les relations sont excellentes au point de vue politique. On a parlé des intenses relations économiques et commerciales. Mais comme vous le disiez au début, les relations culturelles sont un domaine qu'il faut continuer à essayer d'encourager sur tous les points de vue. Et c'est quelque chose à laquelle je suis confronté aussi jour après jour dans mon travail, parce que bien entendu, au consulat, nous avons, comme c'est connu,
un travail assez bureaucratique qui d'ailleurs est nécessaire, et délivrer des passeports, des documents. Aujourd'hui même, j'ai délivré des passeports à des gens à des touristes qui avaient été volés hier à Nîmes. Et nous faisons aussi, nous avons aussi un contact assez poussé avec les entreprises espagnoles. Mais c'est sur le côté culturel que moi, personnellement, je veux aussi essayer de faire un extra, de chemin. Donc cette manifestation, cette manifestation du livre qui atteint son 30e anniversaire à Montpellier nous donne une occasion, je pense, excellente de confirmer cette présence. Et je suis bien entendu très reconnaissant que vous ayez décidé de consacrer cette manifestation cette année à l'Espagne et au Portugal. Je disais tout à l'heure que les relations sont exemplaires, mais ça, on peut le dire, pas uniquement entre la France et l'Espagne, mais bien entendu entre le Languedoc-Roussillon et la Catalogne, et parmi les villes aussi, entre Montpellier et Barcelone, que vous avez mentionné, mais comme madrilène, je dois dire, avec tout le reste des villes d'Espagne. Et Monsieur Travier a déjà mentionné dans la liste, et d'ailleurs je crois que vous avez le programme devant vous, des manifestations de cette foire du livre, il y a une présence très grande d'écrivains portugais et espagnols, et la plupart de ceux que moi personnellement j'ai eu l'occasion de lire sont très connus en Espagne, et ils représentent aussi bien, disons, la génération déjà consacrée d'intellectuels, d'écrivains espagnols, ainsi que la jeunesse, les nouveaux venus. Et c'est très bien parce que, comme le disait aussi Monsieur le maire au début, il faut porter un peu la jeunesse comme l'intérêt prioritaire de ce type de manifestation. Et Monsieur Travier aussi parlait de sa formation comme enfant, comme étudiant, qu'il avait appris à lire, qui s'était en tout cas entraîné à lire depuis le début en français et en espagnol. C'est aussi mon cas. Et je dois dire que pour moi, le fait de lire, je crois que j'avais 13 ans, Les Misérables, après m'être un peu consacré plutôt à Tintin et Spirou, a été une révolution personnelle très très importante. Bien, je ne voudrais pas me prolonger beaucoup plus, mais je dois souligner quelque chose, et j'espère que vous n'allez pas prendre ça comme quelque chose de politiquement incorrect, mais on a parlé de la jeunesse. Pour moi, c'est très encourageant de voir cette manifestation. Pourquoi je dis ça? Eh bien, je dis ça parce qu'on parlait justement de lire Les Misérables à 13 ans. Je ne dis pas que la jeunesse, en ce moment, ne soit pas curieuse intellectuellement. Je suis sûr que l'est doublement parce qu'il a beaucoup d'outils à sa disposition. Mais parfois, c'est un peu navrant de voir, avant, envoyer des jeunes, et pas uniquement les jeunes, dans le métro, à Madrid, à Paris, ici, dans les tramways, lire des livres, lire des magazines. Et maintenant, dans 90% des cas, on voit ces jeunes manipuler des instruments un peu étranges pour ceux qui commencent déjà à être vieux. Ce qui est très bien, c'est les nouvelles technologies, il faut leur donner la bienvenue. Mais il faut toujours penser que le livre doit être présent dans toutes les générations et aussi pour la jeunesse. C'est donc à cet espoir que je vous remercie de nouveau et je remercie de nouveau Monsieur le maire pour avoir donné cet espace important cette année au Portugal et à l'Espagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup Monsieur le maire. Je voudrais... Excusez-moi, il n'y a pas le son. Il y a le son. Bien, puisque ma voix frappe votre oreille, je continue mes remerciements. Donc d'abord, merci beaucoup à Monsieur le maire pour le soutien sans faille qu'il apporte à notre association Cœur de Livre. Merci à Madame Josiane Colleret. La région est pour nous d'une aide et d'un soutien irremplaçable depuis la fondation de Cœur de Livre. Merci aussi au CNL et à la SOFIA qui sont avec nous dans toutes nos aventures littéraires. Je voudrais en quelques mots présenter Cœur de Livre en montrant la manière dont Cœur de Livre promet la comédie du livre. Évidemment, pour nous, c'est la littérature au moment de la comédie du livre, mais aussi tout au long de l'année. Parce que pour nous, le livre, c'est la vie. La littérature prolonge la vie, s'inscrit dans la vie, dialogue avec elle. Et il est pour nous particulièrement important que ce grand moment qui est la comédie du livre
livre se prolonge, trouve sa résonance tout au long de l'année. L'association Cœur de Livre rassemble tous les libraires indépendants de Montpellier. Nous sommes donc 11 librairies indépendantes à travailler ensemble au service de la culture du livre. Et nous organisons un certain nombre de cycles d'activités, de rencontres, de manifestations au service de tous les types de littérature, de livres, de BD, de livres pour la jeunesse notamment, et auprès de tous les types de publics, y compris les plus jeunes, depuis les enfants à la maternelle. Et parmi toutes ces manifestations que nous organisons, je voudrais insister sur deux types de rencontres qui me semblent particulièrement importantes dans le contexte qui est le nôtre. D'abord, les opérations au cœur des lectures et les escapades en librairie qui font le lien entre les très riches patrimoines montpelliérains d'une part et d'autre part l'actualité et la vie du livre. Notamment les escapades en librairie parce que nous sommes à une époque où pour beaucoup, et notamment dans la jeunesse, on achète des livres dans les grandes surfaces, dans les hypermarchés ou sur le web. On subit une attaque extrêmement forte d'Amazon, par exemple, pour citer le nom. Or, il ne semble pas que ce soit dans ces espaces-là que la culture du livre puisse réellement s'épanouir. Le livre a son écosystème spécifique, et cet écosystème, c'est la librairie. C'est la raison pour laquelle, dans ces escapades en librairie, nous organisons des rencontres, des manifestations, des animations variées, attractives, dans les différentes librairies indépendantes de Montpellier, pour favoriser les rencontres entre les lecteurs, les libraires, les écrivains, l'ensemble des professionnels du livre. D'autre part, et on l'a remarqué à cette table depuis le début de la rencontre, on ne naît pas lecteur, on le devient. Et il est très important aussi que nous puissions nous adresser au jeune public parce que ces petits-enfants qui sont à la maternelle ou à l'école primaire, ce sont les publics de demain, les lecteurs de demain qui viendront dans nos librairies et le public qui viendra assister à la comédie du livre dans 10 ans ou dans 20 ans. C'est la raison pour laquelle Cœur de Livre organise chaque année une opération qui s'intitule « Raconte-moi le livre » et qui là encore s'étend sur plusieurs mois au cours de l'année. Et l'opération consiste à emmener les enfants au cœur de l'aventure du livre en leur faisant rencontrer successivement l'auteur, l'éditeur, l'illustrateur, l'imprimeur du livre, donc pour qu'ils connaissent, pour qu'ils aient un contact direct avec la vie du livre, depuis sa naissance jusqu'à sa diffusion, notamment dans le réseau des médiathèques avec lesquelles nous travaillons. Bien entendu, ces opérations de médiation scolaire vont trouver leur apogée dans la journée du vendredi de la comédie du livre, où nous accueillerons le jeune public pour tout un ensemble de rencontres. Mais bien évidemment, l'une des vocations prioritaires de Cœur de Livre, c'est d'être le partenaire de la mairie de Montpellier pour l'organisation de la comédie du livre. Nous travaillons ensemble, nous travaillons en bonne entente et je tiens ici à remercier M. Benalva pour tous les dialogues, pour tous les échanges qui ont fait que notre travail commun est aussi un plaisir à partager au service de Montpellier et de la culture du livre. Non seulement Cœur de Livre prépare le public en amont de la comédie du livre avec un cycle de conférences consacré aux grands mouvements des littératures ibériques que le public va rencontrer à l'occasion de la comédie du livre, mais d'autre part, au moment même de la manifestation, nous organisons 3 types de rencontres. D'une part, les libraires indépendants organisent un certain nombre de manifestations au sein de leurs établissements et dans la comédie du livre, pour mettre en valeur l'identité spécifique qui est la leur. D'autre part, nous organisons en partenariat avec la mairie de Montpellier et Régis Penalva 2 opérations majeures. D'une part, la carte blanche accordée cette année à Lydie Salbert et d'autre part, nous mettons à l'honneur une maison d'édition. Cette année, ce seront les éditions Viviane Ami. Je voudrais, avant de laisser la parole à Régis Penalva, dire quelques mots de ces 2 opérations phares.
D'abord, les éditions Viviane Ami nous ont permis de réunir un très beau plateau. Nous recevrons notamment Cécile Coulon, qui a marqué le public récemment avec son roman Le cœur du pélican, et qui, avec ce cœur du pélican, a imposé une voix très spécifique et très originale dans la littérature française actuelle. Viviane Ami nous promet aussi une rencontre entre Karine Lisquet et Dominique Sylvain, interrogeant le lien tout à fait contemporain qui s'est créé entre le roman noir et le roman social, à un tel degré d'ailleurs qu'on peut se demander si le genre du roman noir ne constitue pas la dernière métamorphose du genre du roman social. Et avec Viviane Ami, nous avons un certain nombre de rencontres qui toutes visent à mettre en valeur la spécificité de l'œuvre des auteurs invités. Par exemple, le vendredi, le jeune public pourra découvrir l'album Il était une fois Proust avec son auteur, Eliane Dezon-Jones, et Stéphane Heuet, son illustrateur. D'autre part, un apéritif littéraire permettra un dialogue avec François Valéjo, et si vous avez lu son très beau roman Fleurs et sang, vous vous rendez bien compte que la formule de l'apéritif littéraire rend justice à la tonalité extraordinairement subtile, intimiste même, pourrait-on dire, de l'œuvre de François Valéjo. Donc Viviane Ami nous présentera un plateau tout à fait exceptionnel et des manifestations variées qui, je pense, réuniront un public divers et de tous les âges. D'autre part, la carte blanche cette année est donnée à Lydie Salvert et à mon avis, on ne pouvait pas trouver meilleur choix. En résonance avec les littératures ibériques qui sont cette année à l'honneur. En raison bien sûr de la trajectoire propre à Lydie Salvert, qui est née de parents espagnols nés en France à la suite de la guerre d'Espagne, et puis d'autre part en raison du thème et du mode d'énonciation, d'expression du roman qui lui a valu le prix Goncourt, Pas pleurer. Lydie Salvert a choisi de réunir autour d'elle, là encore, un ensemble d'écrivains, et vous serez frappés à la fois de l'unité et d'autre part de la complémentarité de ses invités. Lydie Salvert recevra Jérôme Ferrari, Éric Chevillard, Antoine Volodine, Régis Geoffrey et Dominique Quesada. Là encore, la carte blanche a choisi de parier sur la variété des formules, d'une part parce que nous sommes au service des publics, des écrivains, de la littérature, donc il s'agit de mettre en valeur l'identité de chacune et de chacun, et puis d'autre part parce que, comme on l'a rappelé, la Comédie du Livre est une manifestation populaire. Nous rencontrons donc tous les types de publics et il faut en tenir compte. C'est ainsi que nous avons choisi, d'une part, de mettre en valeur le grain de la voix, le grain du texte de Régis Geoffrey par une lecture publique, par l'auteur lui-même, dans les jardins de la Drac. On se réfugiera ailleurs s'il pleut. Nous sommes conviés également à un dialogue entre Lydie Salvert et Jérôme Ferrari, et bien, je pense, l'aspect passionnant de ce dialogue, en raison notamment du propos du dernier roman de Jérôme Ferrari, Le Principe. Et au cœur de ce dialogue, il y aura très certainement la question de l'échange entre les cultures et les civilisations, mais aussi du rapport très intime entre la littérature et le politique au sens large, question qui me semble extrêmement importante et extrêmement décisive. On appréciera aussi un dialogue entre Antoine Volodine et Éric Chevillard, évidemment Terminus Radieux et Juste Ciel, les deux derniers romans de ces deux auteurs, dialogue déjà. Il suffit de lire leurs textes pour imaginer ce que pourra être cette rencontre qui promet d'être passionnante. Donc je tiens à vous remercier, à remercier le public montpelliérain et l'ensemble des partenaires avec qui nous travaillons pour nous avoir permis d'organiser avec eux cette programmation que nous espérons très prometteuse et passionnante. Je vais essayer de ne pas vous noyer sous les noms et sous les dates de rencontre. Les heures, vous les avez dans le programme.
Je voudrais tout d'abord dire que cette programmation autour des littératures ibériques vous est proposée avec le soutien des ambassades, ambassade d'Espagne, ambassade du Portugal, celle des consulats, celle de l'Institut Camões, avec l'aide bienveillante des libraires, des éditeurs et de très nombreuses associations montpelliéraines qui ont chacune apporté une pierre à l'édifice. C'était un pari ardu que de programmer cette année les littératures ibériques, car, comme le soulignait tout à l'heure Monsieur le Consul du Portugal, à la même heure, à la même date, nous avons la foire littéraire de Lisbonne, mais également celle de Madrid. La deuxième contrainte, c'est qu'il fallait arriver à travailler une programmation littéraire autour de deux très grandes nations du livre, l'Espagne et le Portugal, mais qui sont hélas très inégalement représentées dans l'édition française. Et nous travaillons évidemment avec les éditeurs français et autour d'auteurs qui sont traduits en français. Et puis la troisième contrainte, c'est qu'il ne fallait pas répéter l'exercice de 2009, puisqu'en 2009, l'Espagne avait été invitée de la Comédie du Livre. Donc nous avons essayé effectivement de travailler une programmation qui fasse toute sa place, non seulement à la génération des grandes figures de la littérature espagnole et portugaise, mais également de faire sa place à la toute nouvelle génération des écrivains espagnols et portugais. Et nous avons également tenu à représenter les littératures espagnoles dans toute leur diversité, puisque, bien sûr, il y a de nombreux auteurs qui écrivent en castillan dans ce programme, mais nous avons également une belle représentation d'écrivains qui ont choisi le catalan, le galicien ou le basque comme langue d'expression littéraire. La programmation va s'articuler donc autour de plus d'une trentaine d'écrivains et de dessinateurs espagnols et portugais, parmi lesquels vous aurez repéré des écrivains déjà très appréciés en France, très présents sur les tables des libraires et donc très attendus par le public. Je pense à l'espagnol José Carlos Somoza, je pense aussi au portugais Gonçalo Tavares, à l'auteur de romans noirs Victor del Arbol, Alicia Jiménez Bartlett aussi, qui est évidemment très lu et très appréciée en France, la reine du roman barcelonais. Des événements aussi dramatiques que la guerre d'Espagne, que le franquisme, que le régime de Salazar, mais aussi des événements plus favorables comme la Révolution des œillets continuent à être extrêmement présents dans la création littéraire contemporaine, y compris chez les plus jeunes auteurs. Je pense en particulier au portugais David Machado avec son roman Laissez parler les pierres, qui évoque la période du régime de Salazar. Je pense à des jeunes écrivains comme Isaac Rosa en Espagne, ou de moins jeunes comme Andrés Trapiello ou Juan Manuel de Prada, qui tous évoquent les tragédies, mais aussi également les espoirs du XXe siècle. Cependant, très souvent, la manière d'aborder ces thèmes ne passe plus, comme il y a quelques années, par l'écriture de grandes fresques historiques. Ce qui est aujourd'hui au cœur de beaucoup de ces récits, de beaucoup de ces œuvres de fiction, c'est la mémoire, ce sont les souvenirs, ce sont les traumatismes, ce sont les traces qui sont laissées par ces événements historiques dans la mémoire et dans la vie d'hommes et de femmes, mais aussi les lacunes, les non-dits, les réécritures a posteriori, les secrets de famille qui parfois ressurgissent, comme dans certains romans de Victor del Arbol. Donc c'est une manière indirecte désormais et très subtile d'aborder ces événements. Le deuxième fil sera peut-être plus joyeux, c'est celui du voyage. L'Espagne et le Portugal sont évidemment deux grandes nations d'exploration et de conquête. Beaucoup de romanciers font dans leurs œuvres la part belle au thème du départ, au thème du voyage, au thème parfois plus triste de l'exil obligé, de l'exil contraint, au thème de la découverte de l'autre. Là, j'aimerais citer un écrivain portugais, Pedro Rosa Mendes, qui, avec Baie des Tigres, chez Métellier, avait signé une extraordinaire plongée à pied dans l'Afrique des anciens territoires de l'Empire portugais, qui revient avec Pension des mondes perdus, qui cette fois-ci se déroule au Timor, autre ancien territoire de l'Empire portugais. Je pense à l'espagnol Alfonso Mateo Sagasta,
qui, avec son dernier livre sorti chez Rivage, qui s'appelle « Tu marcheras avec le soleil », évoque, lui, la conquête des Indes occidentales, la découverte de l'Amérique et donc la découverte de l'autre. Mais je pense aussi au Portugais José Luis Peixoto, qui avec Livro, paru chez Grasset, a signé ce qu'on pourrait considérer comme le grand roman de l'immigration portugaise en France. Et je pense enfin au romancier basque Bernardo Atxaga. Les Basques sont de grands voyageurs. Les Basques ont peuplé l'Amérique du Sud et aussi une partie de l'Amérique du Nord. On en trouve un peu partout. Et l'œuvre de Bernardo Atxaga est fortement marquée par ces grands voyageurs. Ce voyage peut être également un voyage dans le temps, et j'aimerais attirer votre attention sur la formidable vitalité du roman historique portugais et espagnol, un roman très inventif, très neuf. Alors, je citerai quelques noms, je citerai un nom que je n'ai pas encore évoqué jusque-là, José Ángel Mañas, un romancier important en Espagne, édité ici en France chez Métellier, mais également chez un petit éditeur de Midi-Pyrénées qui s'appelle Anagarcis. José Ángel Mañas revient ces dernières semaines avec une incroyable fresque historique consacrée à la dernière nuit d'agonie d'Alexandre le Grand. Un livre de 700 pages, Alexandre le Grand est sur son lit de mort et il est visité par les fantômes de ses amis, de ses victimes, de ses ennemis disparus, qui tous viennent recomposer et chuchoter à son oreille l'histoire de son ascension, de ses triomphes, mais aussi de certaines de ses défaites. Ce voyage dans le temps, on le retrouve également chez Alfonso Mateo Sagasta, que j'ai déjà cité précédemment. Alfonso Mateo Sagasta qui a inscrit certaines de ses œuvres dans le XVIe, XVIIe siècle espagnol et qui s'inscrit, lui, parfaitement dans la grande tradition du roman picaresque ibérique. Ce sont de purs moments de plaisir littéraire. Vous abandonnez à ces lectures, pages après pages. C'est très prenant, plein de rebondissements. C'est absolument excellent. Je voudrais citer comme troisième fil d'Ariane possible le recours à l'imaginaire. C'est un point commun finalement avec les littératures nordiques que nous avons reçues l'année dernière, que ce plaisir qu'ont les écrivains espagnols et portugais à raconter des histoires, ce goût du romanesque qui arrête parfois les écrivains français et auquel s'abandonnent absolument beaucoup d'écrivains espagnols et portugais, ce plaisir de créer des personnages inoubliables, d'inventer des intrigues qui rebondissent page après page. Ce sont de très grands raconteurs d'histoires. Mais bon, le parallèle s'arrête évidemment là avec les Nordiques, puisqu'on est très loin des grandes fresques islandaises ou des sagas familiales norvégiennes qui ont peuplé notre imaginaire l'année dernière. Les Espagnols et les Portugais sont, eux, de très grands inventeurs de fables, de contes philosophiques. Ce sont les rois du roman dans le roman, des récits enchâssés, des romans qui se répondent les uns les autres. Il y a un véritable goût pour le jeu littéraire. Je vais citer quelques noms que vous retrouverez dans le programme. Tout d'abord, c'est Carlos Somoza, évidemment un écrivain extrêmement important, né à La Havane, et puis très rapidement ayant connu l'exil politique. Il est arrivé à Madrid à l'âge de 4 ans, il est désormais espagnol, et c'est un écrivain absolument majeur qui crée de très grandes fictions baroques. Je voudrais aussi citer parmi la jeune génération Ivan Repila avec son conte philosophique Le Puits. Je vous donne juste l'intrigue. 2 frères, le grand et le petit, sont tombés dans un puits. Comment vont-ils sortir? Vous le saurez 80 pages après. Et à travers cette fable philosophique, c'est évidemment toute la condition humaine, ces terreurs, ces peurs qui sont évoquées. Je voudrais également citer les grands romans du catalan Miquel de Palol, sa trilogie parue chez Zulma. Alors il n'y a que 2 volumes actuellement disponibles en France. Le 3e, il faudra attendre l'automne prochain. Miquel de Palol, qui avec Jardin des 7 crépuscules a créé une œuvre au croisement de
Cervantes, de Chaucer, de Boccace, de Marguerite de Navarre, dans une Espagne post-apocalyptique dans quelques années. Après la guerre atomique, un groupe d'hommes se réfugie dans un château et se raconte des histoires. J'aimerais enfin évoquer Gonçalo Tavares, le portugais, qui est un des écrivains majeurs de ce plateau, encore assez connu en France, édité chez Viviane Ami, donc il fait aussi le lien avec notre éditeur mis à l'honneur cette année. Gonçalo Tavares est un écrivain absolument fascinant, au croisement de la littérature et de la philosophie. Je vous recommande en particulier sa suite qu'il nomme Le Quartier, au Bairro. Monsieur le consul, d'accord. Le Quartier, qu'est-ce que c'est? Le Quartier, c'est un ensemble de livres. Chaque livre évoque une maison. Et dans cette maison, il y a un homme. Donc c'est Monsieur Valéry, Monsieur Brecht, Monsieur Calvino, Monsieur Krauss. Mais ce ne sont pas vraiment Bertolt Brecht ou Paul Valéry. Ce sont des incarnations possibles de l'esprit humain et de son génie. Et des hommes qui sont face à l'histoire, face à la technique, face au drame du passé, de la condition humaine, et comment ces différentes facettes du génie humain répondent et s'adaptent. Ce détour par l'imaginaire, qui est assez fréquent, et en particulier dans la jeune génération, peut être également perçu comme une stratégie critique. Double stratégie critique, celle de la mise en question de la pratique d'écrivain, du roman et de ses sortilèges et de ses faux-semblants, mais également une stratégie critique vis-à-vis du monde dans lequel ils vivent. La jeune génération d'écrivains portugais et espagnols est très marquée par les différentes figures de la crise, qu'elle soit économique, politique, sociale, culturelle, parfois morale, de cette crise qui touche le monde. Et les fables qu'ils inventent sont souvent des manières très pertinentes d'interroger les peurs et les angoisses de cette génération. On retrouve chez beaucoup de ces écrivains, par exemple, l'obsession sécuritaire. Je pense au livre de Isaac Rosa chez Christian Bourgois, Le Pays de la peur, qui est une fable sur toutes les peurs qui nous habitent. On retrouve également, évidemment, comme thème récurrent, la peur du lendemain, le manque d'avenir, parfois le manque d'espoir et les difficultés que rencontrent de générations qui sont très sévèrement touchées par la crise, et dans ces pays comme partout ailleurs. Pour finir sur cette figure de la crise, je voudrais dire que, comme le disait tout à l'heure Corinne Sabina Dayer-Perrin, effectivement le récit noir, le roman noir est souvent également un roman social. On attend avec les Espagnols et les Portugais beaucoup d'auteurs de romans policiers, de romans noirs, et ils sont là. On a Alicia Jiménez Bartlett, qui est donc une très grande dame de la littérature policière espagnole. On a également Victor Delarbol, qui en 3 romans chez Actes Sud s'est fait une place de choix sur les tables des libraires. Très souvent, ces romans noirs sont pour eux le prétexte pour faire le portrait de sociétés et de villes désormais en difficulté, en proie au délitement, en proie au manque d'espoir. On aura 2 jeunes auteurs espagnols dont j'attire votre attention dessus, Carlos Zanon et Aníbal Malvar, tous 2 édités chez Asphalt, dont les œuvres tournent vraiment autour de ces problématiques. Bon, mais je voudrais tout de même pas vous laisser sur cette note un petit peu pessimiste et finir avec la poésie, parce que évidemment, quand on parle du Portugal et de l'Espagne, on s'attend à ce que la poésie soit fortement représentée. 3 poètes de 3 langues différentes, le basque Achaga, le catalan Miquel de Balol et le castillan Andrés Trapiedo. Donc nous aurons chaque jour des rencontres spécifiques autour de la poésie. Enfin, je conclurai sur le fait que cette comédie du livre, on l'a voulu comme une véritable invitation à la découverte des langues. Donc vous aurez pendant les 3 jours, et ils sont notés dans le programme, des ateliers de découverte autour des langues. Et cette comédie du livre, depuis quelques années, elle est devenue
d'une certaine manière une véritable défense et illustration des langues du monde, de leur sonorité, de leur rythme. Et chaque langue, effectivement, incarne une vision du monde particulière. Je pense que cela sera singulièrement sensible cette année avec les Portugais, avec les Castillans, les Catalans, les Basques et les Galiciens. Je vous remercie. Quelques chiffres avant de terminer. 500 000 euros, c'est le budget de la Comédie du Livre, qui n'a pas bougé. Et il y a 120 000 euros qui sont pour l'association Cœur de Livre, pour son fonctionnement. Il y a un financement de 34 000 euros de la région, de 22 000 euros du CNL et de 64 000 euros de la ville. Au total, la ville verse 90 000 euros de subvention à Cœur de Livre. Cette manifestation rassemble 100 000 visiteurs sur 3 jours et 5 000 jeunes sont mobilisés. 250 écrivains sont invités et 100 rencontres littéraires sont suivies par environ 15 000 auditeurs. C'est un événement national. C'est d'ailleurs ce que j'ai demandé lorsque j'étais adjoint à la culture à M. Penalva. Je lui ai dit il faut booster la Comédie du Livre. Nous sommes peu à peu en train de le faire. Et si elle passera l'an prochain à la métropole, c'est aussi pour lier avec Bernard Travier, avec M. Gudin de Valerin, l'ensemble des médiathèques dans une dynamique culturelle autour du livre plus puissante. Les médiathèques cette année sont liées à l'événement. Et l'an prochain, elles feront partie intégrante de la constitution de l'événement. Parce qu'on doit agir sur un territoire plus vaste en propulsant l'événement au travers des médiathèques qui s'y trouvent. Voilà ce que je voulais vous dire. Enfin, un petit mot pour l'Espagne et pour le Portugal. Montpellier est riche d'une communauté espagnole et d'une communauté portugaise un peu moins importante, largement moins importante que la communauté espagnole. Mais il faut avoir un chiffre en tête qui est assez incroyable. 60% des familles de Montpellier ont une origine espagnole. Ça paraît incroyable, mais c'est pourtant le cas. La communauté portugaise est moins importante. Ce sont surtout des ouvriers portugais qui sont venus avec les révolutions politiques au Portugal et qui ont été investis dans le bâtiment, dans le travail agricole, comme les Espagnols aussi. Mais avec l'Espagne, c'est véritablement une tradition. Je n'oublie pas que Montpellier a fait partie du royaume d'Aragon pendant 2 siècles. Et l'Espagne à Montpellier est présente de façon intrinsèque, constitutionnelle. C'est pour cela que je souhaitais que la dernière comédie du livre de ce cycle, uniquement ville et pas métropole, soit tournée vers l'Espagne. Et puis le fait d'avoir un Premier ministre d'origine espagnole qui a choisi la nationalité française n'y est pas pour rien non plus. Je l'ai d'ailleurs invité lors de notre dernier repas à Matignon. Je lui ai proposé de venir s'il était disponible. Pour l'association Cœur de Livre, il n'y a rien qui change. C'est-à-dire qu'elle sera soutenue par la ville de la même façon. La manifestation Comédie du Livre sera également soutenue de la même façon par la ville, mais nous y ajouterons une participation accrue pour la métropole. Voilà. Après, c'est à construire au niveau de la gouvernance. On n'a pas encore, on est en train. L'idée, c'est de mutualiser et de renforcer l'événement pour que non seulement la Comédie du Livre s'étale sur la place de la Comédie, mais aussi soit présente dans les communes. Voilà. C'est à imaginer, c'est à construire. On est dans la phase de construction. Je ne peux pas vous dire. Il faut qu'on en discute ensemble avec Gilles Gudin de Valerin, avec Régis Penalva, avec la présidente de Cœur de Livre, avec les libraires, avec Bernard Travier, avec Nicole Lisa et avec les exécutifs des 2 institutions. Et les maires. Mais concrètement, par exemple, est-ce que les libraires de la métropole seront associés à la réflexion? Ben oui, ils le seront par Cœur de Livre. En fait, la gouvernance va se faire de la métropole et au lieu de s'appliquer uniquement sur la ville, elle intégrera les communes. Il n'y a rien de bien complexe dans cela. À achever sa mue.
depuis quelque temps, il était question d'une démarche qualitative, réellement, franchement qualitative. En même temps, il fallait ménager l'éclectisme des propositions des libraires. Enfin, où est-ce que ça en est? Est-ce que c'est un processus toujours en cours? Je crois que le programme qui est présenté est d'une extrême qualité. Je ne vois pas pourquoi il diminuerait. Alors, si vous voulez me poser la question, vous faites de la politique et pas de la culture, je ne peux pas répondre à cette question. Voilà. Si je propose un territoire autre que celui de Montpellier pour la Comédie du Livre de l'an prochain, c'est parce que je considère que la Comédie du Livre, c'est un modèle qui doit être proposé aussi au territoire périurbain. Et d'ailleurs, on est déjà préfiguré dans cette conformation aujourd'hui, puisque les médiathèques y participent. Mais ce que je souhaite, moi, c'est que les communes y soient davantage impliquées. Voilà, c'est tout simple. Vous savez, quand on fait la même chose avec d'autres événements, sur le cinéma, sur plein de choses. Je ne vois pas où est le problème. Avec cette édition se confirme un léger changement dans les intitulés pour la délégation étrangère. C'est-à-dire qu'avant, on avait un pays, un seul pays. Maintenant, on a plutôt des cultures, des langues. Est-ce que ça se confirmera dans les prochaines éditions? Ce qui est sûr, c'est que dans la grande région, nous sommes les seuls à porter cet événement. Nous sommes capitale de la littérature et de la poésie. À Toulouse, il y a une grande manifestation quand même. Oui, mais enfin, ils ne sont pas quatrièmes. Ils ne sont pas quatrièmes. Et puis, si nous l'avons fait aussi, si nous l'avons orienté vers l'Espagne, nous avons choisi l'Espagne et le Portugal, c'est parce que aussi, dans le cadre de la réforme territoriale, la prédominance de cette cohabitation avec nos régions amies espagnoles est primordiale. C'est aussi Barcelone est notre première ville jumelle sur la Méditerranée. Ça veut dire affirmer le territoire aussi. Au niveau de sa culture, c'était ce que nous avons souhaité, quelque part. Mais justement, pour une manifestation comme ça, est-ce qu'on regarde selon le prisme de la métropole, mais est-ce que ça suffit aujourd'hui, c'est selon le prisme de la grande région qu'il faudrait peut-être reconsidérer toutes les manifestations culturelles? Oui, bien sûr. Mais là, il faut attendre l'élection. Ah oui. Et pour ce qui est de la résistance, vous allez être servi. On a parlé de Pierreville, du département, une amplification avec le département est possible aussi, parce qu'ils ont aussi également un réseau de médiathèques important, donc c'est dommage de vous en priver. Je sais, j'en ai été à l'origine, parce que je rappelle qu'en 1998, lorsque j'ai été élu conseiller général, l'État avait supprimé par l'intermédiaire du Centre national du livre les subventions au département de l'Hérault. Ainsi, André Vésinet m'a chargé de construire les médiathèques et les points de lecture sur tout le département. Je crois que c'est au nombre. Mélanie Villeneuve-Hamel, vous en donnerez la composition, elle qui dirige la bibliothèque du département. Et il y a à peu près 120 points de lecture que j'ai créés sur le département. 120. Entre les bibliothèques, les points de lecture et les médiathèques. Mais Pierre-Vive rassemble la gouvernance de ces médiathèques. C'est pour cela que cela se fait en partenariat avec Pierre-Vive. Et cela se fait aussi sur le stand de la Comédie du Livre, comme chaque année, où nous avons attribué une partie de stand au département de l'Hérault et où le prix des collégiens est attribué. Voilà. On a appris qu'une grande enseigne culturelle allait ouvrir prochainement, la Cultura. C'est possible d'imaginer que, pour booster aussi la Comédie du Livre, des structures comme ça soient associées, ou c'est carrément privé, donc on n'en parle pas, et donc c'est carrément... La Comédie du Livre a été faite pour les libraires de Montpellier. C'est bien, mais on reste dans cette disposition. Après, voilà, en fait... on peut parler d'évolution, je sais pas. Non, c'est des partenaires, mais pas pour la C'est l'association Cœur de Livre qui regroupe qui représente l'ensemble des libraires indépendants de Montpellier et des librairies indépendantes. Après, il peut y avoir des partenariats comme on a avec la presse, mais c'est autre chose. Vous avez déjà des idées ou des envies pour l'année prochaine, pour la 31e?
C'est un sujet complexe. Je suis en train de peser le pour et le contre. Non, je n'ai pas décidé. Je ne peux pas en parler encore. Mais on y réfléchit. C'est l'efficacité économique qui semble présider pour la réorientation des jumelages à travers le territoire de la métropole. Si on revient sur la dimension culturelle quand même qui est assez prédominante dans ces relations internationales et qui est souvent aveuglée par la dimension économique, voire asservie, en se positionnant sur justement la citation qu'a fait Monsieur le Consul en citant Churchill, notamment, qui repositionne bien ce débat, comment donc évaluer l'efficacité des politiques culturelles en dehors des dimensions économiques? La question, la réponse est très simple. À ce jour, il n'y a pas de relation, ou très peu de relations économiques dans les jumelages. Il n'y a pratiquement pas. À part un peu de vin que l'on vend ici et là, il n'y a pas d'autres. Ou les startups qui, avec Chengdu, mais sur le pourtour de la Méditerranée, les jumelages sont au point mort. Je vais vous donner un exemple. Je n'ai pas été contacté. Je ne l'ai pas fait. Si, je l'ai fait pour l'inviter, mais il était indisponible. Il n'y a pas eu une seule manifestation depuis plus d'1 an avec Barcelone. C'est un gros problème, quand même. Donc, il faut réaxer sous l'angle économique parce qu'il y a plus de moyens, parce qu'il y a des services qui sont déjà formatés, puis il y a des jumelages aussi, avec les entreprises, des jumelages avec les universités, avec le CHRU, et avec les services de la ville. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quelque chose d'équilibré. Mais à ce jour, il n'y a plus de jumelage du tout. Ce sont que des petits voyages d'agrément qui se passent pour tel ou tel événement. On va au festival de musique de Fès, par exemple. Donc moi, je désigne un élu pour aller au festival de musique de Fès. C'est très bien. Mais pour moi, ça ne suffit pas pour motiver un jumelage. Il faut qu'il y ait du corpus dedans. Et la culture est aussi un vecteur économique. C'est pas seulement une manifestation ou une exposition, c'est aussi vecteur d'économie. Là, dans les 7 piliers de la métropole, le 6e pilier, c'est la culture et l'enseignement. La culture au service de l'économie. Non. Mais non, mais il faut... Vous traitez-moi de sarkozyste. Allez-y, régalez-vous. Non, mais attendez. Quand je ne parle pas d'économie, on me dit « Tu as oublié de dire que la culture, c'est aussi un facteur d'économie. » Et quand je parle d'économie, on me dit « Tu utilises l'économie pour asservir la culture. » Je ne m'en sors pas, il ne faut plus que je me parle alors. Il ne faut plus qu'il y ait de politique. Et on laisse gouverner les administrations. Je plaisante. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut un juste équilibre des choses. Voilà. Quand on fait des échanges culturels, des échanges universitaires, il faut aussi qu'il y ait des échanges économiques. Moi, je fais partie du XVIIIe siècle. Il faut d'abord soutenir l'entreprise pour pouvoir redistribuer. Ça veut dire qu'il faut faire... C'est un peu social-démocrate. Et moi, je ne me cache pas de mes origines. Voilà. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens. Mais c'est pas du tout une insulte. Les études sont là pour prouver que la culture apporte plus que l'industrie automobile. Donc en quoi c'est offensant de mêler l'économie? Mais non, mais c'est parce que M. Vidali a servi l'économie qui a servi la culture. Moi, je ne servirai du tout. En République, il n'y a pas de serf, il n'y a pas de maître. Est-ce qu'on peut envisager une comédie du livre autour de la Chine compte tenu des échanges culturels, éducatifs, notamment avec Chengdu? Oui, oui. Mais il y en a une qui a eu lieu, il y en a pas mal qui ont déjà été réalisées. Donc il faut trouver quelque chose d'intéressant, qui soit bien contextualisé et qui puisse être utile aussi. Et cette année, l'Espagne et le Portugal était pour moi la chose qui pouvait faire corps dans l'Europe du Sud, qui pouvait avoir un sens.